Salut à toutes et à tous, c'est Aniki et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 64 de Dragon Ball Super. Chapitre considéré comme une véritable masterclass par la communauté, évinçant de loin pour certains la totalité des précédents chapitres jusqu'ici. Mais qu'en est-il dans la réalité? Eh bien on va voir ça tout de suite, générique. Spoiler habituel de début de vidéo, j'ai vraiment kiffé ce chapitre. Il m'a fait ressentir ce que je n'ai pas l'habitude de ressentir à la lecture d'un chapitre de DBS, me donnant limite envie de m'y replonger avec une seconde lecture. Le découpage des cases me semble beaucoup plus efficace, moins chargé par des éléments pouvant être jugés comme inutiles, permettant ainsi de rendre la lecture beaucoup plus dynamique et fluide durant les phases de combat. C'est vraiment ce qui manquait à Toyotaro de base et c'est ici parfaitement bien exécuté. Les coups donnent une impression de puissance, les mouvements sont rapides et certaines planches sont plutôt impressionnantes. Aucun doute là-dessus, ce chapitre est bien meilleur que les précédents, tant sur la forme que sur le fond, mais c'est malheureusement ses seuls points positifs. Sur la forme, on est vraiment sur du très bon Toyotaro, alors que sur le fond, c'est certes mieux, mais on y retrouve quoi qu'il arrive des incohérences et même des problèmes récurrents. La couleur est donnée dès les premières pages, celle-ci semble assez cliché et heureusement qu'elle est là en introduction parce que en plein milieu, ça sortirait instantanément le lecteur du chapitre. Tu peux pas prendre un PNG random qu'on n'a jamais vu en lui donnant comme dialogue « Oh bah Fluide, j'ai un mauvais pressentiment » alors qu'il n'a strictement rien sur quoi s'appuyer pour dire quelque chose comme ça. Pour l'introduction du Migate no Goku maîtrisé, c'est déjà un peu plus mitigé. Au prime abord, j'ai trouvé ça vraiment facile, ce qui rejoignait le propos de ma précédente review. Mais d'un autre côté, ça permet l'évolution du personnage, et c'est à partir de ce moment-là précisément que Goku passe de mortel à dieu. Le SSJG, le SSJB et le Migate no Goku non maîtrisé n'étaient que des avant-goûts à ce nouvel univers. Cette volonté d'évoluer vers le monde des dieux crée un parallèle avec le vieux Kaioshin dans l'arc Buu. Celui-ci disait lui-même que les transformations en Super Saiyan étaient un état impur et même pas une bonne solution. Goku refuse ici la colère et passe donc un cap. Il a finalement atteint une nouvelle forme d'évolution ultime. Alors attention par contre, comme dit dans mes précédentes reviews et critiques de Dragon Ball Super, oui, le personnage de Goku a dévolué. C'est évidemment trop facile et fondamentalement faux de souligner ça comme un point positif étant donné que ça n'existerait pas s'il n'avait pas dévolué. Donc on peut juste dire au final qu'il rattrape maladroitement son retard, ce que je trouve déjà vraiment triste pour le personnage. Et bref, quoi qu'il en soit et comme dit plus tôt, cette utilisation du Migate no Goku, malgré ses incohérences habituelles à savoir le niveau de puissance de Goku qui ne s'explique pas, est vraiment classe sur la forme. Son introduction est une belle mise en scène collant très bien avec la forme. J'aime beaucoup cette colonne de ki qui disparaît d'un coup pour laisser apparaître le personnage tête en arrière et le gap de puissance et de niveau entre les deux personnages est vraiment impressionnant. J'ai legit frissonné à chaque fois qu'il lui donnait un coup. Par exemple, le premier coup de poing qu'il lui donne libère une vague de puissance créant limite une tempête traversant toute la Terre. C'est démesurément stylé et ça fait partie sans problème du top 10 des patates les plus violentes qu'on ait vues dans l'univers de Dragon Ball. Même Bilus et Whis sont contraints de fermer les yeux après ça. D'ailleurs, les expressions faciales de Molo fonctionnent vraiment bien et la manière dont il s'écrase choqué au sol également. Et en plus de ça, Goku se permet de lui flex sur la gueule. À côté de ça, j'aime beaucoup également les mouvements de Goku, ses dashs, ses esquives, le fait qu'il ne regarde même pas son adversaire dans les yeux et même les remarques de Whis et Bilus durant son combat. Les premiers coups qu'il donne en réponse à Molo sont légers, c'est des tout petits coups de poignet et ça suffit pour faire décoller son adversaire. Tout ça permet de fortifier l'inconscient collectif autour du Migate no Goku et de proposer une réelle mise en avant de la technique. Par pitié, montrez ces pages à la Toei Animation. Le Migate no Goku c'est pas juste un power-up, c'est avant tout et surtout un état d'esprit. Ici, Goku paraît calme, concentré et sûr de lui du début à la fin. On sent qu'il agit instinctivement et pas par rapport à sa puissance malgré son power-up. Dans l'animé, c'est totalement le contraire, il est énervé pendant la moitié du combat mais en avant uniquement son power-up et l'animation fait le reste du travail sur la forme pour combler le fond. La première chose qui est dite à l'apparition du Migate no Goku dans ce chapitre, c'est le calme de la situation alors que quelques secondes avant, la terre tremblait. J'en profite pour faire un petit HS mais le regard de Molo sur cette page me fait penser au regard de Cell la première fois qu'il voit Gohan en SSJ2. En plus, c'est à la page 16. Par rapport à C16. Ouais, bref. À côté de ça, j'ai vraiment le sentiment que Toriyama a travaillé sur le côté humoristique de ce chapitre et a notamment proposé toutes les cases concernant Jaco. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais Jaco est un personnage que j'aime bien parce qu'il me fait rire, et dans ce chapitre, je le retrouve à son meilleur niveau. Il envoie des pics sur les couleurs de cheveux de Goku, crée un décalage entre tout ce qui se passe et le sérieux de Goku qui essaye d'atteindre un nouvel état, son délire sur l'uniforme de la patrouille galactique, ses expressions faciales, etc. etc. Legit, à chaque fois qu'il apparaît dans une petite case, sa tête me fait rire. C'est le genre de personnage, quand tu le vois, tu te dis direct, il est trop con. Un tel contraste devrait normalement tout gâcher, mais le côté humoristique voire grotesque est tellement bien intégré que finalement ça passe crème. J'ai l'impression que Toriyama s'est occupé de ce qu'il aime et sait faire, à savoir l'humour un peu débile, et que Toyotaro s'est concentré sur ce qu'il sait également faire, à savoir la partie combat. Et franchement, bah ça fonctionne super bien. C'est synchro, ça sort pas le lecteur du chapitre, au contraire, ça crée un peu de légèreté. Et bref, tout ça pour dire que c'est bien et rigolo, donc merci Tori. Mais revenons-en au gros du chapitre. Alors autant la première patate m'a impressionné, autant les coups suivants suivent exactement le même mouvement.
vraiment. Que des coups magistraux. Goku exerce une violente domination sur son adversaire, peu importe ce que celui-ci essaye de faire. Et côté lecteur, il n'y a pas un seul mouvement qui peut faire mouche à la lecture. Après avoir goûté à une des patates les plus violentes de la licence, on peut également goûter à un des coups de pied les plus violents. Quel plaisir. Malheureusement, les points positifs s'arrêtent définitivement ici. Par la suite, il reste seulement 2 pages de chapitre et ça gâche absolument tout. C'est soit pas intéressant à noter, soit des incohérences qui apparaissent. La première qui me vient en tête est Molo bloqué sous un rocher. Alors, que Obito soit bloqué sous un rocher. Ok, c'est normal. Mais un personnage de Dragon Ball qui peut exploser toute la planète rien qu'en éternuant. Non, ce n'est pas possible. Même en très mauvais état et même avec un gros rocher, il ne peut pas être bloqué en mode aidez-moi. Et après, c'est legit encore pire et ça fout limite en l'air l'évolution précédente de Goku en plus de cracher sur le personnage lui-même de l'œuvre originale. Goku qui décide de se battre en tant que patrouilleur galactique. Ok, dans l'absolu, pourquoi pas. Qu'il veuille rejoindre officiellement la patrouille galactique. Ça n'a pas tellement de sens, mais encore une fois, pourquoi pas. Mais alors Goku qui ne veut pas aider une personne dans le besoin lui faisant face, et pire encore qu'il décide de le tuer, là c'est vraiment n'importe quoi. Si Goku plus de 20 ans en arrière réussit à mettre sa haine de côté pour entre guillemets pardonner à Freezer et lui laisser une chance de s'en sortir, je vois pas pourquoi il ferait l'exact contraire concernant Molo. Car pour rappel, Freezer avait quand même froidement tué Vegeta et Krillin, voulait faire sauter Namek et au même moment Goku a appris qu'il avait exterminé son peuple. Molo, après avoir participé à la disparition de Milus et avoir fumé quelques planètes / Namek, ajoutez à ça qu'il est sous sa forme de Migate no Gokui. Est-ce que la haine peut vraiment se justifier sous cette forme? Je suis pas si sûr. Et même au-delà de ça, Goku c'est vraiment pas le genre de personne à vouloir tuer ou démolir son adversaire même par haine. Là on est vraiment sur une dévolution ultime du personnage et une incohérence puissance 10 milliards. Elle est largement au-delà des 8000. Et puis un minimum de logique, il peut pas décider tout d'un coup de vouloir fumer Molo alors qu'il l'appelle à l'aide. Les deux scènes l'une après l'autre ne font pas sens. Même si Molo ne l'avait pas supplié de le laisser en vie, Goku n'avait absolument aucune raison de vouloir en arriver là. Donc bref, tout ça pour dire que ces 2 dernières pages m'ont vraiment gâché le plaisir obtenu au fil de ma lecture. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une évolution de Goku dans ce chapitre? De base, pas vraiment. Et quand vous ajoutez les 2 dernières pages du chapitre dans l'équation, encore moins. Est-ce que ça rend malgré tout le chapitre mauvais? Absolument pas. Clairement, sur la forme, ce chapitre est une véritable claque. Quand j'ai dit en début de vidéo que j'ai frissonné et lâché des waouh, c'était pas pour plaisanter et ou exagérer. C'était vraiment le cas et c'était même légitime. La mise en scène est bonne, les dessins sont bons, le découpage des cases meilleur, le rythme pareil, bref, c'est carré. Maintenant, sur le fond, on retrouve toujours les mêmes problèmes, mais c'est dommage de taper autant dans l'incohérence en fin de chapitre car la manière dont c'est fait me fait penser à un délire de fan qu'on retrouverait dans un fan manga. Bref, ça n'a clairement pas sa place ici et ça gâche vraiment le chapitre je trouve. Conclusion, ce chapitre est relativement bon malgré une fin catastrophique. Vous concernant, je dois dire que vous arrivez plus ou moins aux mêmes conclusions. Globalement, vous avez vraiment kiffé le chapitre en soulevant malgré tout quelques défauts ici et là. Quoi qu'il en soit, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.